Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Cloudera. Je m'appelle Mel Ropars et je suis lead avant-vente chez Cloudera France. Le sujet de cette présentation est comment mettre en place une stratégie data à 360 degrés avec les technologies de Cloudera. Mais tout d'abord, une rapide présentation de Cloudera. Nous sommes un éditeur de logiciels d'entreprise créé il y a une dizaine d'années par des anciens de Yahoo, Google, Facebook et Oracle. Notre objectif est de proposer aux entreprises une plateforme de données innovante à base de technologies open source. Et cette plateforme est disponible dans le cloud public, sous la forme de services managés, ou bien dans le data center. Cloudera est présent dans la grande majorité des entreprises qui ont besoin d'exploiter leurs données et de développer des nouveaux cas d'usage autour de ces données. Donc, nous sommes présents dans différentes industries, que ce s'agisse de finance, de télécom, voire de services publics. Mais démarrons cette présentation par un constat. Les clients et utilisateurs aujourd'hui ont une demande croissante de personnalisation. Dans la finance, par exemple, plus de 50% des clients sondés souhaitent avoir des services et des conseils qui sont plus adaptés à leur situation. Et plus de 75% sont même prêts à partager des informations supplémentaires qui leur permettraient de bénéficier d'offres sur mesure et mieux personnalisées. Et ça, c'est une réalité dans la finance, mais pas uniquement. On trouve aussi le même retour des utilisateurs et des clients dans d'autres industries. Plus concrètement, on observe que les utilisateurs sont surtout influencés par leur expérience connectée venant des téléphones mobiles et des réseaux sociaux. D'ailleurs, des acteurs de nouvelles technologies ont bien compris cela en commençant à développer et proposer de nouveaux services qui vont s'appuyer sur toutes les informations qu'ils ont agrégées au sujet des utilisateurs. On peut le voir avec les paiements par Apple, les systèmes d'assurance et avec Amazon ou les partenariats de Google avec des entreprises. Donc, si on revient un petit peu sur les grands défis autour de la donnée que l'on observe chez nos clients. Premier défi pour exploiter la donnée, c'est que ces données sont en silo. Chaque entité métier va disposer d'un fragment de la connaissance du client, par exemple. Et ces informations vont être des fois en double ou au contraire de qualité disparate ou obsolète selon les systèmes. La volumétrie des données collectées, à terme, devient de plus en plus importante, difficile à stocker et coûteux à stocker et exploiter. Il faut aussi prendre sans cesse en compte des nouvelles sources d'informations qui viennent d'entreprises partenaires, qui viennent de systèmes mobiles. Et l'information, elle est vivante, il faut la gérer au plus vite en temps réel. Et enfin, on remarque que l'utilisation de la donnée doit être instantanée pour être pertinente. Il faut pouvoir identifier immédiatement une menace ou une opportunité pour l'entreprise. Donc, pour revenir dans ces défis, il y en a deux qui sont relativement nouveaux maintenant pour nos entreprises. La première nouveauté, c'est le temps réel. Maintenant, on ne peut plus se permettre d'attendre 2 jours pour qu'une information soit prise en compte. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la rapidité et la vitesse d'action. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'utiliser des algorithmes avancés d'IA et de machine learning, qui étaient avant assez difficiles à mettre en œuvre ou coûteux. Et aujourd'hui, grâce notamment à l'open source, on a la possibilité réellement de pouvoir en profiter et donc de déployer des mécanismes pour anticiper les situations, pour automatiser des actions. Donc comment faire pour les entreprises pour utiliser au mieux leurs données afin d'innover dans les services qu'ils veulent fournir à leurs clients? Donc, cela, un de nos clients qui est responsable d'architecture dans une grande entreprise l'a très bien résumé. Et il dit, je vais traduire, on ne peut plus attendre que la donnée soit stockée, puis qu'on y ait appliqué un certain nombre de traitements. Il faut pouvoir agir en temps réel au moment même de l'arrivée, de la détection de l'information, avant même qu'elle soit dans le système. En d'autres termes, les utilisateurs ne doivent plus attendre la fin d'un processus de traitement, souvent jusqu'à présent des processus de nuit,
pour avoir l'information. Ce que veulent ces utilisateurs, c'est la connaissance instantanée de la situation pour pouvoir agir au plus vite et en temps réel. On appelle ça vraiment le besoin de la connaissance en temps réel. Donc, comment faire pour atteindre cette capacité? Donc déjà, quel est le cycle de vie de la donnée qui va permettre d'avoir cette utilisation optimale de l'information et de mieux servir les métiers et servir nos clients? Si vous demandez aux entreprises, ce qu'elles veulent, c'est de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de cas d'usage analytiques sur la donnée. Et cela pour différents types d'utilisateurs. Des utilisateurs qui vont être métiers, des utilisateurs qui vont être des data scientists, et le tout sans jamais risquer de compromettre la donnée ou de l'exposer à des failles de sécurité. En d'autres termes, la vision à 360 degrés de la donnée va consister à disposer d'une capacité d'analyse et de traitement multifonctionnelle à chacune des étapes du cycle de vie de cette donnée, et cela en restant conforme aux règles d'entreprise, de sécurité et de gouvernance de la donnée. Par exemple, les données d'entreprise vont venir à la fois d'informations captées en temps réel, venant de sites internet par exemple, ou d'applications mobiles, et d'informations issues de nos systèmes transactionnels, systèmes traditionnels ou les mainframes dans certains établissements. Donc par exemple, ça va être l'information de parcours web du client, de l'utilisateur, ça va être des log systems, ça va être des données produites par des machines connectées, ça va être des résultats d'interaction client avec nos centres d'appel, ça peut être des transactions venant de RP, des applications système existantes, de la chaîne de logistique, et ainsi de suite. Et au final, ce qu'on veut, c'est que le résultat de ce cycle de vie de la donnée soit de fournir des véritables informations utiles pour les cas métiers. Par exemple, améliorer la personnalisation de l'expérience client, mieux connaître le parcours sur notre site du client, identifier la meilleure action, la meilleure offre pour décider et agir, analyser les sentiments, analyser l'attrition client, optimiser le marketing, identifier des risques, identifier des fraudes, et ainsi de suite. Cas d'usage finalement. Donc voici plus en détail ce que l'on appelle un cycle de vie traditionnel de la donnée. Donc pourquoi traditionnel? Puisque vous verrez dans l'étape d'après, ce cycle de vie s'est enrichi aujourd'hui d'une nouvelle dimension. Donc un cycle de vie va commencer par une première phase qui est la phase de collecte. Dans cette phase, on va avoir des équipes d'ingestion, d'intégration, ETL, qui vont être en charge de collecter les données venant des systèmes sources. Les données peuvent être dans le cloud, on-premise, elles peuvent être locales, dans ce qu'on appelle le edge computing, dans les usines par exemple. Et il va falloir les capter et les transmettre dans un lac de données cloud. Une fois que les données sont stockées dans ce lac de données, la seconde phase, c'est la préparation et la transformation qui va commencer. Ici, on va avoir un autre type d'équipe, les équipes de data engineering, qui vont prendre ces données brutes et commencer à les exposer via des tables, des vues normalisées, pour être par exemple consommées par des systèmes en aval, mais vont aussi les croiser, les nettoyer, les transformer. La phase suivante, la troisième phase, c'est la phase de reporting. Là, on va avoir des analystes, des analystes BI, des analystes métiers, qui vont lancer des requêtes sur ces données normalisées à partir d'outils de requêtage, qu'il s'agisse d'outils SQL ou des outils de data visualisation. On a même des cas d'usage qui aujourd'hui permettent d'alléger ou de remplacer certains data warehouses traditionnels en faisant des analyses directement dans le lac de données. La phase suivante consiste à servir les ensembles de données, des sous-ensembles, à des applications métiers opérationnelles. Ça peut être des applications de portail, de vision 360, des agents, des employés en agence qui vont avoir l'intégralité des informations du client dans leur portail. Ça peut être l'alimentation de sites web avec des informations nouvelles, enrichies. Ça peut être un moteur de recherche d'entreprise. La dernière phase, la prédiction, il s'agit d'avoir des analystes, des data scientists qui vont exploiter les données pour construire et former
des modèles de machine learning. Ici, les ingénieurs vont automatiser l'entraînement des modèles et le déploiement des modèles qui vont permettre d'ajouter davantage d'intelligence à nos applications. Et donc, la plateforme Cloudera va couvrir chacune de ces phases du cycle de vie. Pour la collecte, on va avoir des outils de streaming comme Apache Kafka, Apache Nifi. Pour le traitement, des moteurs de data engineering, avec notamment Spark. Pour les rapports, des moteurs SQL très reconnus pour traiter à l'échelle des gros volumes de données, comme Apache Impala, ou Hive ou Druid. Pour le service, on va trouver des technologies de NoSQL, comme HBase, ou des moteurs de recherche, comme Solar. Et enfin, pour les prévisions, c'est tout l'écosystème autour de Python, de R et de Scala qui est disponible, avec toutes les librairies de la communauté. Chacune de ces phases est reliée aux autres par une couche commune de sécurité et de gouvernance que l'on appelle SDX, Shared Data Experience, qui va permettre d'assurer qu'à chaque étape, que la donnée reste toujours visible pour tout le monde, avec à chaque fois les mêmes droits d'accès et la même confidentialité. En résumé, la Cloudera Data Platform va fournir une expérience et des outils pour chacune des phases de ce cycle de vie des données. Mais, au-delà du cycle de vie traditionnel que l'on vient de voir, qui montre comment on va ingérer, stocker, exploiter la donnée dans des cas d'usage analytique et machine learning, il y a aussi un nouveau besoin qui est de répondre à du temps réel. Et là, on voit que maintenant, le cycle de vie de la donnée s'enrichit de tout un aspect qu'on va appeler, nous, data in motion, donc le cycle de vie de la donnée en mouvement, et qui là va consister à effectuer les mêmes traitements et les mêmes types d'analyses, mais là dans des flux continus de données. Ici, l'élément clé, c'est la vitesse d'analyse qui doit être au plus proche du temps réel. Alors ça va déjà commencer par la mise en mémoire tampon des flux de données au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et là, cette fonction va être assurée par la messagerie en flux qu'on appelle Apache Kafka. On va permettre ensuite aux applications de s'abonner à ces flux, pour recevoir en temps réel l'information et effectuer des traitements. La phase suivante consiste à la distribution en temps réel des flux de données vers les systèmes en aval. Et là, cela sera possible grâce à un outil de gestion de flux qui s'appelle Apache Nifi, où l'on va pouvoir recevoir les événements, les filtrer, les enrichir, les normaliser pour en faciliter la consommation en aval par les systèmes et en faciliter l'analyse. On va aussi permettre de créer des applications analytiques en temps réel pour, par exemple, détecter une situation spécifique dans une fenêtre de temps donnée. Et cela sera possible grâce à des moteurs comme Apache Flink et Spark Streaming. Enfin, la dernière phase consiste à agir, à la prise de décision automatisée. Ici, on va pouvoir le faire grâce à l'invocation en temps réel des modèles de machine learning, des modèles de scoring que l'on a mis en œuvre dans notre cycle de vie de la donnée. Donc maintenant, regardons un peu plus un aspect très important qui va être tout ce qui est sécurité et gouvernance. Donc ce que vous voyez ici, c'est une illustration de ce que l'on appelle le Shared Data Experience, ou SDX, qui va assurer que les informations sont disponibles dans chaque étape du cycle de vie de la donnée. Cette vision à 360 degrés permet de savoir quelles ont été les sources de données, quels ont été les traitements appliqués à la donnée, et qu'est-ce qui a conduit à la création ou au déploiement d'un modèle de machine learning. Dans l'exemple ici, sur l'écran, vous voyez un lignage de données qui va représenter la circulation de cette donnée dans chacune des étapes du cycle de vie. Donc on voit par exemple à l'origine Cloudera Dataflow, CDF, tout ce qui est collecte, qui va consommer les données qui proviennent de fil Kafka et qui va y appliquer un certain nombre de traitements pour convertir le format des données, transférer les données dans le lac de données. Une autre brique au-dessus, Data Engineering ou CDE, qui consiste là à préparer des tables à partir des données en les croisant ou en les enrichissant avec d'autres données déjà présentes dans le lac. Et en dessous, la partie CML, Cloudera Machine Learning, où là, on va avoir l'interrogation des tables de données pour la construction de modèles, leur entraînement, et après on voit quels modèles ont été déployés à partir de ces données. Donc on a vraiment la possibilité de comprendre et de voir tout le cheminement de la donnée dans chacune des étapes
Alors c'est important dans les deux sens de savoir quel est l'impact éventuellement de données sources qui seraient de mauvaise qualité. Donc ça peut dire qu'on a entraîné un mauvais modèle ou impacté différentes tables, ou à l'inverse, pour des règles de conformité, de savoir quelles ont été toutes les sources qui ont permis une prise de décision à un instant donné. Et ça, c'est essentiel dans tout ce qui est régulation, en particulier dans la finance, mais pas uniquement. Donc, dans le cycle de la donnée, on a remarqué que les clients, ils ont souvent du mal dans la première étape, c'est-à-dire à entamer ce cycle de vie. Et chez Cloudera, nous appelons cela le problème du premier kilomètre, en raison du manque d'outils qui va permettre à la collecte agile des données. Lorsque nous parlons avec des équipes qui sont en charge des plateformes et en particulier de la gestion des données, on voit qu'ils ont plusieurs défis. Déjà, la diversité des sources de données peut être conséquente. Il y a un exemple sur cette planche où on parle d'avoir 80 sources de données à intégrer et en plus une production éventuelle de 1 million d'événements par heure. Donc c'est une volumétrie vraiment très importante. Et c'est sans cesse, c'est-à-dire qu'on a toujours des nouvelles sources qui peuvent être intégrées pour apporter une nouvelle valeur et une nouvelle information pertinente pour nos cas d'usage, avec à chaque fois un volume et une cadence imprévisible. Et donc les développeurs, ils ont un problème, c'est que soit ils doivent utiliser des outils existants qui ne sont pas forcément adaptés à une intégration rapide et agile. Et donc là, je pense à parfois des outils d'ETL ou de SB. Alors, ceux-ci, ils ont les connecteurs, mais ils n'ont pas forcément la capacité de traiter cette échelle de performance. Ou à l'inverse, ils vont réaliser des développements en code spécifique. Et là, c'est quelque chose qui va bien au début, et c'est super difficile à maintenir à l'échelle quand on commence à multiplier les sources. Donc voilà, donc on a vraiment ce problème-là. Intégrer les sources en permanence pour les mettre à disposition des développeurs d'applications métiers et à chaque fois sans perdre trop de temps pour chaque ingestion. Et donc l'offre Cloudera veut adresser ce problème du premier kilomètre avec un outillage que l'on appelle Flow et Edge Management et qui va viser vraiment à résoudre ce problème du premier kilomètre. L'idée est de proposer une approche basée sur une interface graphique, du drag and drop, où on va pouvoir construire des ingestions de données complexes avec un minimum de code. L'idée, c'est d'avoir un très grand nombre de connecteurs. Vous voyez, là, on en a 300 pré-câblés qui vont permettre de connecter des protocoles techniques, des applications d'écosystème, qu'on soit dans le cloud ou on-premise, open source ou pas open source, pour aller capter les données au plus vite. Et après des processeurs d'aiguillage et de traitement avec tout le vocabulaire nécessaire, découpage de messages, fusion de messages, routage sur critères, extraction d'informations, enrichissement, et enfin de pousser au système en aval avec toujours les mêmes connecteurs. Et l'idée est vraiment d'être le plus efficace possible. Donc la technologie derrière, c'est notamment Apache NiFi, MiNiFi, qui est la version qui permet de se déployer aussi à la source, dont des systèmes sources en embarqué, c'est extrêmement léger, avec aussi un référentiel pour gérer le cycle de mise en production. De l'autre extrémité du cycle de vie de la donnée se trouve un autre problème. Et cette fois-ci, on va dire qu'il s'agit du problème du dernier kilomètre. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, la dernière étape va consister à rendre productifs les modèles de machine learning qui ont été entraînés sur nos données. Des modèles qui ont été construits par nos data scientists dans des démarches de data lab, de data science. Et on a constaté actuellement que seulement 35% des organisations indiquent arriver à mettre en œuvre en production les modèles qu'elles ont construits lors de leur projet data science. Et donc ça, c'est notre problème de dernier kilomètre, qui est lié à un échec assez fréquent, à une forte difficulté de mise en production des modèles de machine learning. On n'arrive pas facilement à passer du laboratoire à l'étape industrielle. Alors pourquoi ce dernier kilomètre est-il difficile pour nos clients? Alors, regardons ici un pipeline typique de machine learning. Ce pipeline va commencer avec un ensemble d'entrants
qui sont les besoins métiers. On va avoir aussi les données qui sont mises à disposition par l'équipe de Data Engineering, qui va, elle, faire la collecte, la préparation de ces données pour notre équipe de Data Science. Et ensuite, les data scientists qui vont pouvoir travailler dessus pour faire des analyses et commencer à entraîner et construire les modèles. Après, on va passer dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'une fois que le modèle est prêt, il va falloir pouvoir les packager, donc en faire des livrables, sous la forme, par exemple, d'images Docker ou de code applicatif, de services, qu'il va falloir donc packager, puis faire déployer par les équipes de production. Et ensuite, une fois déployés, permettre leur intégration dans des applications métiers, qu'il s'agisse de batch ou de temps réel. Ça peut être des services REST, ça peut être traitement des algorithmes à forte volumétrie. Et enfin, la dernière problématique, c'est qu'il faut surveiller que la qualité de ce modèle est toujours valable. Et donc, il va falloir vérifier régulièrement que le modèle a la même qualité, qu'il n'est pas en train de dériver. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le MLOps, savoir aussi identifier que le modèle nécessiterait, par exemple, d'être réentraîné pour reprendre la bonne qualité. Souvent, à la fin, côté métier, on se rend compte qu'il y a de nouveaux besoins liés à ces applications, et on va réitérer, c'est-à-dire que ça va redevenir des entrants, et on va reprendre ce pipeline au début pour reconstruire de nouveaux modèles différents. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on est dans une démarche qui va nécessiter une coordination entre plusieurs équipes. Il va falloir faire un outillage constamment pour chacune des étapes sur le cycle de vie. C'est pour cela que la plateforme Cloudera va intégrer aujourd'hui des fonctionnalités d'automatisation de l'entraînement d'un modèle et du déploiement d'un modèle et de MLOps pour monitorer que la qualité du modèle est toujours au rendez-vous ou éventuellement déclencher des entraînements. Donc, comme vous l'avez compris, la plateforme Cloudera va couvrir tout le cycle de vie complet de la donnée, avec à chaque fois une couche de sécurité et une couche de gouvernance commune. Grâce aux capacités de CDP, donc Cloudera Data Platform, il va aussi être possible de déployer les modèles en production dans les différentes étapes du cycle de vie. Et en cela, en éliminant ces obstacles et cette complexité des mises en production. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, déployer des modèles à la source, en edge, c'est-à-dire connectés à une machine, connectés à une usine. On va pouvoir déployer ces modèles dans des applications de stream, donc pour les flux de données en mouvement. On va pouvoir intégrer ces modèles dans des applications décisionnelles ou enfin exposer les modèles en tant que service opérationnel pour des applications métiers. Donc vraiment, partout, les modèles, après, ont une utilité. D'ailleurs, je profite de cet événement et de ce sujet pour vous expliquer qu'on a été honoré par Forrester en tant que leader pour tout ce qui va être machine learning à base de notebook. Et donc, vous voyez, la plateforme est bien placée en haut à droite dans l'écosystème. Et là, on parle de Cloudera Machine Learning, donc uniquement la partie à la fin du cycle de vie, qui n'est qu'une des 5 grandes phases du cycle de vie de la plateforme Cloudera. Donc maintenant, regardons plus en détail quelques cas d'application métiers. Un premier cas va être cette vision du client 360. Donc là, on est vraiment dans l'idée qui va être de faire converger dans une vue complète du client à la fois des informations qui viennent de nos systèmes traditionnels et des informations qui viennent des nouvelles sources de données émergentes, des applications mobiles et ainsi de suite. Et l'idée, c'est vraiment de constituer dans la plateforme la vision complète du client avec la combinaison de toutes ces informations. Et seule une démarche à base d'un data lake avec toutes ces étapes de cycle de vie va permettre cela. Donc imaginez, le résultat est d'avoir un portail, un moteur de recherche. On va pouvoir taper une information concernant le client. Ça peut être un nom, ça peut être un numéro de contrat, ça peut être un type de véhicule, etc. Et l'idée, c'est que ça va aller récupérer toutes les informations du client et les afficher. Donc, on a des clients qui ont fait ça, par exemple, de l'assurance, avec la vision client complète et les contrats
à 360 du client. Donc, parmi les informations qu'on va avoir envie de mettre à disposition de nos employés pour le meilleur service client, ça va être qui est le client. Donc, d'un point de vue, évidemment, système traditionnel, ça va être le nom du client, ses interactions avec les différentes branches, les données de compte. Ça va être aussi des informations qu'on a éventuellement des réseaux sociaux. Il a peut-être accepté de donner son compte Twitter, il a peut-être accepté de donner des informations diverses et variées lors d'enquêtes. Ça peut être aussi son comportement en tant que client. Si on est dans une banque, ça va être les retraits qu'il a fait, ça peut être les activités qu'il a eues auprès des agences, ça peut être des activités qu'il a eues auprès d'entreprises partenaires qui nous envoient des informations. Ses préférences d'utilisateurs. Il va pouvoir dire quelles sont ses préférences en tant que débit, de crédit, de chéquier, de paiement via des plateformes modernes, mobiles, etc. Et enfin, le multicanal, dernier point important, parce que finalement, l'idée, c'est que partout où le client interagit avec nous, qu'il s'agisse de via son mobile, son iPad, son site internet, sur ordinateur ou en agence, il veut qu'on ait toujours les mêmes informations, il veut retrouver toutes ces informations à lui aussi. Et donc ça, c'est le besoin, c'est vraiment cette vue 360. Donc ça, c'est un cas typique de la finance, du télécom avec la vision mobile, Internet, les mobiles achetés, si on regarde la télé, les programmes qu'on regarde, etc., les préférences. C'est des cas aussi qu'on a dans le gouvernement, avec le citoyen à 360 degrés, ça peut être au niveau de la sécurité des impôts, enfin, il y a des très très nombreux cas d'usage. Et évidemment, il y a aussi tous les aspects sécurité, enquête et recherche de fraude. Donc, si on regarde aussi des aspects plus liés au marketing, quelles sont les améliorations de l'expérience client que l'on peut obtenir? Déjà, tout ce qui est ciblage marketing et personnalisation, on appelle ça le segment de 1, c'est-à-dire l'impression pour la personne quand elle reçoit une démarche marketing, c'est qu'elle lui est adressée personnellement. Et comment on fait ça? On fait des micro-segmentations, on va faire quelque chose de très ciblé, on va proposer des choses qui sont liées au comportement du client par rapport à ses derniers achats, par exemple, liées à des analyses aussi des différentes étapes dans un cycle de vie du client qu'on va mettre en œuvre, et avec des campagnes d'analyse qui sont plus précises. Un deuxième exemple, c'est la prévention de l'attrition, c'est-à-dire empêcher qu'un client nous quitte pour la concurrence. Et comment on va faire cela? C'est simple. Déjà, on va identifier les clients les plus importants. On va identifier les clients les plus à risque, ceux qui ont soit exprimé des mécontentements auprès des services clients, et ça on le détecte en analysant les échanges avec les call centers. Ça va être ceux qui ont été le plus sujets de panne. On peut détecter, par exemple, le nombre de pannes en télécom avec les pertes d'appel, des choses comme ça. Ça va être les clients qui ont le moins d'activité. Donc un client qui a peu d'activité, peut-être un client qui est déjà parti ou en train de partir. Donc ça, c'est vraiment aussi un cas d'usage typique. Et le dernier point, c'est le service client, Proactive Care. Arriver à anticiper éventuellement des problèmes clients par rapport à différentes informations. Quand on a des objets connectés, typiquement, on va avoir la possibilité d'anticiper des pannes ou de se dire qu'on a peut-être eu X clients qui ont eu des problèmes et on va pouvoir déterminer tous les autres clients à risque pour anticiper un problème et en les contactant. Ça peut être aussi quand ils vont appeler notre service client, le call center, et on va mettre à disposition des recommandations immédiates sur un meilleur aiguillage vers un expert, par exemple, ce genre de choses, ou la réalisation d'assistants automatiques avec des bots. Voilà, donc il y a beaucoup de cas d'usage dans le marketing. Donc, pour vous montrer un petit peu une implémentation, un exemple ici, c'est un moteur de recommandation pour le Next Best Action, aider le conseiller à savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou aider le client à savoir quoi faire. Et donc ici, typiquement, on va être dans un cas typique où on va devoir ingérer des données des systèmes traditionnels. Donc ici, vous avez l'exemple en bas à gauche avec les informations call center, les informations produits, les informations clients, les informations de comptabilité et les informations temps réel qu'on a obtenues à partir de nos propres applications mobiles ou des applications partenaires. Tout ça va être ingéré et stocké dans notre data lake. Et là, on va avoir les data scientists qui vont commencer
à travailler sur des modèles. Donc en deux étapes. Une étape de découverte de la donnée, on va analyser le comportement du client, l'analyse du panier, par exemple, en retail, quels ont été les différents paniers, appliquer des statistiques, différents moyens de anticiper quels seraient les produits à recommander par rapport à la situation. Et là, on va entraîner un modèle. Donc un modèle, par exemple, de score. Le modèle, on va le déployer, étape 5. Et ensuite, il est mis à disposition des applications. Si on est dans un call center, typiquement, ça va être au moment où on pose les questions auprès du client, qui peuvent être d'ailleurs automatisées. On va pouvoir après envoyer ça à notre modèle, et le modèle va nous dire quelle est l'action à faire, basée sur toute la connaissance acquise dans les étapes 1 et 2. Un exemple de ce type de choses beaucoup plus précis, avec le contexte du prêt immobilier. Alors, prêt immobilier, c'est un processus dans la finance qui exige beaucoup de données. Ça, c'est évident pour tout le monde. Quiconque a déjà fait un emprunt dans une banque sait qu'ils vont demander beaucoup d'informations. Donc, le processus va impliquer que l'on a un ensemble de données à collecter qui va permettre de faire la prise de décision et d'avoir l'approbation de l'emprunt immobilier. Parmi les documents nécessaires, il va y avoir des déclarations fiscales, des relevés bancaires, des copies de pièces d'identité, des informations liées au changement de statut familial, par exemple, des preuves de revenus et ainsi de suite. C'est un processus très laborieux pour les emprunteurs. Il faut beaucoup de temps pour collecter et analyser tous ces documents pour la banque dans le cadre de ce processus de prêt. Donc les banques, en gros, elles doivent recevoir, assimiler, trier, évaluer, peser toutes ces informations pour estimer s'il est risqué ou non de prêter cet argent à la personne. Donc, c'est un processus qui prend du temps et ça prend plusieurs jours. C'est rare que la banque sache répondre tout de suite si oui ou non la réponse est favorable. Et donc, une banque avec laquelle nous travaillons a l'ambition de réduire ce temps à moins de 30 minutes. Alors, comment elle va faire? L'idée, ils l'ont compris, c'est que la seule façon d'atteindre cet objectif est de mettre en œuvre une architecture moderne qui va permettre de traiter un maximum de données, d'introduire de l'apprentissage automatique dans chacune des étapes clés de ce processus pour faciliter au plus vite la prise de décision et l'approbation. Donc le plan de cette banque, c'est d'intégrer un certain nombre de modèles prédictifs de machine learning dans les différentes étapes et qui va aider à faire l'aiguillage du process et ainsi automatiser la prise de décision par l'agent. Donc il va y avoir un système de notation. Donc ici, vous voyez un exemple, donc on ingère les données, on les stocke, c'est pareil que pour l'exemple précédent. On va avoir un certain nombre d'analyses par rapport à des cas précédents, c'est-à-dire quelle situation avait mené à une approbation ou non, ou un risque ou non, problème de remboursement. Et on entraîne un modèle. Le modèle va déployer avec des types d'algorithmes, des modèles de régression logistique, une classification par random forest. Et enfin, c'est servi dans des applications qui vont permettre d'avoir une note, une assistance intelligente pour l'agent, parce que la décision reste humaine à la fin, pour décider. Donc on va éventuellement automatiser des escalades auprès des responsables, automatiser des alertes, automatiser des choses qui vont permettre d'avoir plus vite une identification des risques. Voilà, c'était un certain nombre d'exemples qui nous permettent d'illustrer l'utilité de cette démarche de données à 360 degrés. Donc, s'il fallait résumer, j'espère que vous l'aurez compris, la plateforme Cloudera, c'est notre nouvelle plateforme. Ça s'appelle CDP, Cloudera Data Platform, qui est une plateforme de nouvelle génération qui va combiner le meilleur de l'open source et vous permettre une utilisation que l'on soit dans le cloud ou on-premise, dans un data center classique. Donc, qu'est-ce que CDP, Cloudera Data Platform? Déjà, c'est une nouvelle distribution Big Data, à partir de laquelle tous les composants sont construits, que l'on soit dans le cloud ou on-premise. Tous les produits Cloudera sont construits sur ces composants. Et pour cela, on a choisi le meilleur de l'open source. On veut être hybride. Nos clients ont pour beaucoup des choses dans un data center et des choses maintenant dans le cloud public. Et donc, on veut accompagner nos clients dans cette démarche hybride avec la possibilité d'avoir des traitements
quel que soit leur choix stratégique d'infrastructure, et en général de faire les deux. L'objectif, c'est de proposer des expériences analytiques les plus simples possibles pour l'utilisateur, les plus faciles à gérer. On va proposer un socle pour le management, pour la sécurité, pour la gouvernance de bout en bout, dans tout le cycle de vie, avec la possibilité de automatiser ces mouvements entre cloud et on-premise, si c'est le souhait de l'entreprise. Et c'est important d'avoir cette portabilité entre les différents clouds et notre data center. Et donc CDP est disponible sur Amazon, sur Azure, bientôt sur Google, et toujours disponible en version data center. Et comme nous avons modernisé l'infrastructure, nous avons maintenant la possibilité d'héberger des traitements dans des conteneurs Kubernetes pour davantage de souplesse et d'agilité. S'il fallait résumer sur un écran, voici le portail CDP dans la version cloud public et cloud privé. Vous allez avoir les différentes expériences du cycle de vie, c'est-à-dire data warehouse, machine learning, data flow, service avec operational database ou data engineering. Vous retrouvez toutes les étapes du cycle de vie en tant qu'expérience utilisateur, et en bas, ces fonctionnalités transverses de catalogue, de sécurité et de gouvernance. En résumé, quelles sont les grandes forces de cette offre Cloudera en tant que plateforme pour la vision 360 degrés de vos données? Déjà, comme je l'ai expliqué juste avant, on est hybride. Donc cette plateforme, elle est la même en mode cloud public ou dans votre data center, et elle sait même déployer des composants en edge directement embarqués dans certains systèmes. Quand on est dans le cloud public, on adopte nativement les fonctionnalités de stockage du cloud public pour être vraiment au mieux de l'optimisation. On va couvrir le cycle de vie complet de la donnée, les 5 grandes étapes de la collecte à la prédiction. Le tout avec une sécurité et une gouvernance centrale. Vous créez une fois une table, elle est visible partout. Vous définissez une règle de sécurité, elle va être disponible et visible et impactée partout. Vous pouvez migrer les données d'une plateforme à l'autre. Et enfin, on est ouvert avec un très vaste écosystème de partenaires, des moteurs open source, des formats de données ouverts. L'idée, c'est que la donnée vous appartient, elle ne nous appartient pas, vous en faites l'usage que vous voulez, et à tout moment, vous avez la possibilité d'en garder cette propriété et ce contrôle. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que cela a été clair. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à me contacter par email, et je ferai suivre éventuellement aussi vos questions au reste de notre équipe. N'hésitez pas aussi à consulter notre site internet. Il y a de nombreuses vidéos, de la documentation, et le meilleur moyen souvent de juger la plateforme Cloudera, c'est de l'essayer. Et le mieux pour cela, c'est dans le cloud, parce que dans le cloud, c'est très rapidement disponible. Donc, on est à votre disposition dans vos démarches d'évaluation de nos technologies. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie tous pour votre participation. Au revoir. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a des questions? Alors, de M. Ibrahim Fall, merci pour la présentation. Comment est-ce que la data governance est gérée dans CDP? Alors, donc, comme indiqué dans la présentation, donc, ils ont la partie SDX donc, qui s'occupe de tout l'aspect sécurité, et donc qui propose un outil au moins de gérer la gouvernance de la donnée en interne. Donc, si je fais une comparaison par rapport à Autonomous, que je connais beaucoup plus, c'est l'équivalent de Ranger. On va voir dedans. Une question de Monsieur Ahmed Bougueda. Merci d'avoir suivi. Qu'en est-il de la protection de la vie privée d'Algérie? Bienvenue. Alors, l'avantage de ces plateformes-là, 360 degrés, c'est qu'on peut faire le choix
tout héberger sur le cloud, mais également de tout héberger sur on-prem, pour d'avoir une approche hybride. Et donc, du coup, après, en fonction du choix de l'hébergement, la protection des données est également assurée. Même sur le cloud, hein, sur le cloud aujourd'hui, c'est devenu aussi sûr que sur le on-prem. Donc, c'est des outils qui nativement donc intègrent une couche de sécurité assez forte et surtout de gouvernance de la donnée. Alors, on a une nouvelle question. Oui, de M. Gampal, sachant quand on c'est cloud anti-données, est-ce qu'on peut toujours s'attendre à de nouvelles versions de HDP? Alors, bonne question. Ça, je ne m'aventurerai pas à répondre. Hein. En tout cas, j'ai pas vu d'annonce dans ce sens-là pour l'instant. C'est que je vous pose exactement la même question. Moi, je transmettrai la question à Cloudera qui se prend plaisir de répondre. Maintenant, comme on l'a vu, hein, bon, je me rappelle à l'époque, j'étais aussi choqué en tout cas, ou surpris, comme tout le monde, de la fusion de ces deux mastodontes de la data, Hortonworks et Cloudera, parce que tous les deux proposaient vraiment de très belles solutions. Et la manière la politique qu'ils sont en train d'avoir, c'est plus assurant, c'est de prendre le meilleur des deux mondes et de les intégrer dans une solution, dans une plateforme beaucoup plus complète. On voit hein, l'intégration de NiFi, par exemple, dans Cloudera, etc., etc. Donc, bon, c'est le seul add-on que je pouvais faire. Maintenant, sur la roadmap, je ne l'ai pas et puis je pense que Maël répondra volontiers à ces questions-là par mail ou alors, donc, merci à tous pour avoir été présents.